L'image est partout. Nous vivons dans un monde éclairé par les images. J'ai ma petite théorie d'astrophysique personnelle. Imaginez que le Soleil, au lieu d'être une grande lanterne de lumière blanche, soit un énorme projecteur de cinéma. Que la lumière qui nous envoie est chargée d'images et que nous sommes ces images-là. C'est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. On est dans l'image en permanence. Tout peut faire image. Rien ne résiste à son devenir image. Fasciné par l'image, notre invité est un artiste prolifique et multiple, cinéaste, photographe, plasticien et écrivain. Bonjour Alain Fleischer, ravi. Bonjour, très heureux d'être à ce rendez-vous. Alors Alain Fleischer, vous qui êtes fasciné par l'image, par les images, comme on vient de l'écouter dans cette citation de vous que nous avons choisie comme exergue, vous dites avoir reçu des images de votre mère. Oui, c'est de mon père. De votre mère. Les mots de votre père et les images de votre mère. J'ai l'impression que j'ai dit l'inverse, je ne sais pas. Vous parliez de votre mère qui vous emmenait au Louvre, le Louvre qui était un endroit érotique dans votre enfance. Donc les images, vous dites que c'est votre mère, les mots et la littérature, c'est votre père. C'est possible. Si vous voulez inverser à l'occasion de cette interview, ça ira aussi. Hein. C'est assez étrange, mais oui, on peut inverser les choses. En tout cas, effectivement, c'est ma mère qui m'a emmené voir les musées, et en commençant par les plus grands, par le Louvre, par le Musée d'Art moderne. Et c'est vrai qu'au Louvre, c'est la première fois que je voyais des femmes nues. Donc, je retenais ça du Louvre. Je me disais que c'est un endroit où on peut voir des femmes nues. Je n'en avais jamais vu avant. J'étais fasciné par les tableaux d'Ingres ou d'autres peintres qui montraient de jolies jeunes femmes nues. Voilà ce que je n'avais jamais vu. Donc, ça a été ma première perception des musées. Et ensuite, j'ai continué de fréquenter les musées pour d'autres raisons, mais je continue d'ailleurs à apprécier voilà, les représentations du corps féminin. Donc, vos premières images, ces images qui sont venues à vous et qui ont commencé à vous fasciner, c'était les musées, pas les livres d'images. Non, enfin, je n'ai pas été un grand lecteur de bande dessinée, par exemple. Je préférais les livres sans images et les images sans texte. Parce que les images sans texte me faisaient rêver au texte que je pouvais écrire moi-même au sujet de ces images. Et les livres sans images me faisaient rêver à la représentation que je me faisais moi-même des personnages et des lieux. Donc c'est vrai que voilà, je n'ai pas trop goûté le mélange des deux. Je n'ai pas goûté le photoroman ou la bande dessinée. J'aime la littérature, j'aime les images, mais je les sépare, disons. Mais et ces mots, justement, cette littérature, vous dites que cela vous a été donné par votre père, hongrois, littéraire, la bibliothèque paternelle. Oui, c'est vrai, j'ai toujours vu mon père lire. En fait, à la maison, quand il était là, il passait son temps à lire. Donc, j'ai toujours vu mon père lire. Il avait une très belle bibliothèque. Bien que hongrois et parlant le français, donc avec un fort accent, il le parlait très bien. Et il avait tous les livres des grands auteurs français du XXe siècle. C'est dans sa bibliothèque que j'ai découvert Sartre, Camus, Jean Genet et beaucoup d'autres. Voilà, il passait son temps à lire. Il partait en vacances d'ailleurs avec d'énormes livres pour avoir toujours quelque chose à lire pendant les vacances. Mais Probablement que s'il n'avait pas émigré en France, s'il était resté dans son pays, la Hongrie, il aurait été un littéraire, il aurait été probablement un écrivain, ou en tout cas un homme de lettres. Mais obligé d'émigrer en France et donc de changer de langue, de passer d'une langue à une autre, il a préféré se tourner vers des études scientifiques où la langue était moins discriminante. Et donc, il a abandonné cette voie littéraire pour se consacrer à des études scientifiques, mais il est resté un grand amateur de livres. Et quels sont les livres, les auteurs dans la bibliothèque paternelle qui vous ont donné vos mots? Mes mots à moi, alors je ne sais pas. Je pense que les livres qui m'ont marqué, en tout cas, ça a été Kafka, sûrement, et puis quelques grands auteurs. Pourquoi Kafka? Pourquoi Kafka? Kafka, c'est d'abord un personnage qui venait de cette partie du monde qui m'attire beaucoup, l'Europe centrale. Son personnage déjà me plaît beaucoup. Enfin,
les images de Kafka, son visage, son regard, son comportement, tout ce personnage me fascine beaucoup. Et j'ai découvert les premiers textes de Kafka vers l'âge de 14 ou 15 ans, La Métamorphose, je me souviens, c'était un vrai choc. C'était une littérature qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais et qui me fascinait. Voilà, donc je pense que j'ai découvert Kafka, oui, dans la bibliothèque de mon père. Après, j'ai découvert évidemment oui, des grands auteurs français, plutôt le XXe siècle. D'ailleurs, mon père n'était pas grand lecteur de la littérature ancienne que j'ai découverte au lycée. Au lycée, ce sont les programmes. J'ai découvert Balzac, Stendhal, et Proust et tous les autres. Et mon père était un grand lecteur de littérature contemporaine. Voilà. Mais votre père qui vous a transmis les mots, vous a transmis aussi l'image à son insu. On va y revenir. Cet appareil photo que vous subtilisez à votre père, vous C'était exact. photographiez vos soldats de plomb. Vous aviez quel âge? Oh, là, c'est très tôt. J'ai dû commencer par les images. Je devais avoir, je ne sais pas, 6 ou 7 ans peut-être. Il avait en effet un très bel appareil photo, un Rolleiflex. Je ne savais pas d'ailleurs à quel point c'était un excellent appareil, mais en tout cas, je me suis lancé immédiatement dans la fabrication d'images d'une façon assez particulière parce que je ne me contentais pas de. Enfin, je ne me suis pas servi de l'appareil photo pour filmer des photos souvenirs ou des photos de famille. J'en ai fait, mais ce que je considérais comme mes recherches à cette époque, j'avais moins de 10 ans, c'était des compositions. Je faisais des compositions avec mes jouets, avec des objets. Je photographiais par exemple aussi l'espace entre les tableaux, là, en partant de mes parents. J'ai essayé de m'intéresser à des sujets un peu étranges, à des non-sujets. Par exemple, mes parents avaient des tableaux au mur, des tableaux de petits maîtres, hein, c'était pas des grands chefs-d'œuvre, mais il y avait des tableaux partout et je photographiais l'espace de mur entre les tableaux. Donc, vous voyez les cadres à gauche et à droite et le mur au milieu. Donc voilà, je faisais des recherches de ce genre, je faisais des recherches sur la lumière, sur l'éclairage, sur les objets quotidiens, sur mes jouets, sur mes vêtements même. Je me souviens avoir fait des compositions avec mes chaussures, des choses comme ça. Donc j'ai très vite fait des images en ayant l'impression d'inventer des choses, c'est-à-dire pas seulement d'enregistrer le visible, mais de le créer, de l'inventer. Et d'ailleurs, ces images resteraient aujourd'hui présentables. Enfin, si je devais publier mes photos de jeunesse, je n'en rougirais pas. Par contre, s'il était question de publier ce que j'écrivais quand j'avais 10 ans, ça, ce serait ridicule. Ouais, C'est-à-dire, justement, Alain Fleischer, vous dites que la maturité des images vous est venue avant celle des mots. Pourquoi? Est-ce que c'est plus facile d'être mature en image? Est-ce que c'est plus naturel l'image que le mot? alors, c'est une vraie question. Je pense que, bon, ça peut dépendre aussi des personnes, mais moi, j'ai eu disons, une relation directe, spontanée aux images. C'est-à-dire que très vite, je me suis senti à l'aise avec le problème du cadrage, de la lumière, de la profondeur de champ, enfin, tous ces aspects techniques de la photographie m'ont immédiatement été familiers. Et donc, quand on fait de la photo, on se sert quand même d'éléments réels, même si on les reconstruit, si on les met en scène, il y a une réalité quand même à la base. Quand je faisais des compositions avec mes jouets, certes, c'était des sortes de fiction, mais c'était quand même des jouets réels. Donc ça a une valeur en soi. Alors que quand on écrit et qu'on est très naïf, qu'on est très puéril au début, ben on écrit des choses un peu dérisoires. Moi, j'écrivais des sortes de contes avec des animaux, des histoires que, voilà, je ne sais pas, qui empruntaient à la fois au conte de Perrault et à Walt Disney. Et ça, je pense que c'était très naïf. Le premier texte dont je me souviens qu'il était, disons, un peu mûr, je l'ai écrit beaucoup plus tard, vers 15 ans. Et d'ailleurs, je me projetais déjà dans ma vie plus tard, je me projetais dans ma vie d'étudiant. Je me voyais étudiant au quartier latin et je me projetais dans des histoires sentimentales, vivant au quartier latin, voilà. Mais oui, c'est certain que la maturité m'est venue beaucoup plus vite dans le champ des images que dans le champ de l'écriture. J'ai d'ailleurs, Et à 14... Oui, oui, allez-y. non, j'ai d'ailleurs réellement, je me suis réellement consacré à l'écriture très tardivement, puisque Oui, c'est vers, on va y venir, Alain Fleischer. oui. Mais à 14 ans, Alain Fleischer, vous pensiez qu'il suffit d'avoir une caméra pour faire du cinéma. Vous dites ceci: dès lors, j'ai tout fait pour en acquérir une. Ma première caméra fut une petite Bell Noël 8 mm à remontoir mécanique troquée à Londres
contre l'excellent appareil photo Rolleiflex de mon père, médiocre à faire, mais le changement de cap ici. En effet, il est arrivé un moment où je suis passé de la photo au cinéma, d'une façon d'ailleurs pas très sympathique pour mon père, puisque j'étais en vacances à Londres pour un séjour d'études linguistiques. J'avais emporté l'appareil de mon père, que je lui ai finalement dérobé définitivement, après lui avoir simplement emprunté. Et là, démangé par le besoin de filmer, je suis allé dans des magasins d'occasion de Londres, et je me suis totalement fait avoir, évidemment, puisque j'ai échangé cet excellent appareil contre une caméra assez médiocre. Mais c'était une caméra. Et avec cette caméra, j'ai filmé mes premières images. Voilà, donc j'ai été un moment attiré par le cinéma. Et à partir de ce moment-là, j'ai considéré qu'il suffisait pour être cinéaste d'être détenteur d'une caméra. Je garde cette idée d'ailleurs aujourd'hui. Alors on peut être un bon ou un mauvais cinéaste, enfin il y a toutes sortes de façons d'être cinéaste. Mais il suffit de filmer pour être cinéaste. Voilà. Alors on peut me dire qu'il ne suffit pas d'écrire pour être écrivain et qu'il ne suffit pas d'avoir un stylo pour être écrivain. Mais c'est un peu différent. Une caméra, c'est un objet technique qui qualifie son utilisateur. Savoir se servir d'une caméra, c'est d'une certaine façon déjà être cinéaste. C'est Mais regarder le monde. aujourd'hui, mais Alain Fléchard, aujourd'hui, on a des caméras performantes même sur les téléphones. On fait des films aujourd'hui avec des téléphones portables. Tout à fait, tout à fait. Ce qui d'ailleurs me fait très bizarre quand je vois des tas de gens qui font des films avec des téléphones portables. Voilà, je suis assez étonné, assez mal à l'aise, je dois dire, parce que pour moi, il y avait cette qualification du cinéaste par l'outil qu'il utilise. Or, comme vous le dites très justement, aujourd'hui, maintenant, tout le monde peut faire des films. Alors, bon, je ne sais pas ce que deviendront tous ces films, euh, de tous ces cinéastes ou supposés cinéastes. C'est peut-être d'ailleurs un vrai problème qu'il y ait tellement, tellement d'images, parce qu'il y a il y a une prolifération des images dont je ne suis pas sûr voilà, qu'elles soient profitables, en fait. D'un autre Mais côté, il est remarquable aussi que la technologie n'est pas très amie avec la mémoire, parce que toutes ces images-là ne vont pas être regardées comme sur les albums, par exemple anciens, dans lesquels on gardait les photos. Et aujourd'hui, il y a une tendance inverse qui s'installe. On a tendance à tirer sur papier les images numériques, les trucs numériques. oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était un problème qu'ont soulevé les sociologues. Les sociologues qui ont tiré un grand parti des vieux albums d'images, puisque ces albums d'images étaient riches d'informations sur les modes de vie, les rituels familiaux, voilà, les moments dans la vie d'une famille, les naissances, les mariages, les baptêmes, les vacances, tout ça. Tout ce matériau photographique est très riche d'informations pour les sociologues. Et les sociologues se sont inquiétés à un moment donné que tout ce matériau disparaissent en devenant immatériel, virtuel, et que et tout ça se perde. Donc, il y a une énorme quantité d'images enregistrées aujourd'hui qui se perdront à jamais, qui ne seront jamais tirées. Donc, un petit pourcentage est conservé par les personnes qui tirent sur papier, enfin, qui conservent une trace des images qu'ils font, mais la grande majorité de ces images se perdront. Et d'ailleurs, leur support est fragile. Les images numériques sont appelées à s'effacer plus vite que les images argentiques, que les images sur papier. C'est pour ça que vous êtes resté attaché à l'argentique jusqu'à très tard, malgré que vous dites technophile. Je suis très technophile, c'est vrai. Je suis très curieux des innovations techniques. Je ne les rejette pas du tout d'une façon systématique. Par contre, j'ai un vieil attachement, c'est vrai, à la chimie des images. Aujourd'hui, la physique a remplacé la chimie. Toutes les images d'aujourd'hui sont des images électroniques. Il n'y a plus de chimie. De même qu'il n'y a plus de mécanique. Dans un Et qu'est-ce appareil, que vous aimez dans cette chimie? Vous aimez l'attente? il y a l'attente, il y a la magie de l'apparition des images. Dans la chimie, les images apparaissent dans des bains. Vous voyez, il y a une véritable opération d'ordre magique. C'est comme une potion. Enfin, on plonge une feuille de papier dans un bain et on voit apparaître l'image comme par magie. Et il y a cette attente, en effet, on attend. Les images ne sont pas là immédiatement. Je suis toujours un peu gêné par les gens qui font une photo et immédiatement la regardent. Moi, j'aime beaucoup l'ancienne méthode qui consiste à faire des photos, à les porter chez le photographe et attendre une semaine avant de les avoir et de les découvrir. Bon. Mais bon, ce sont des habitudes qui vont bientôt se perdre complètement. Je me rends compte que beaucoup de jeunes ne savent même plus ce qu'est un appareil avec une pellicule. Il m'est arrivé au Japon
de faire des photos avec un appareil à pellicule, d'ouvrir l'appareil pour changer la pellicule et d'attirer autour de moi un attroupement de jeunes qui se demandaient ce que je faisais, quelle était cette machine et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ils n'avaient jamais vu un appareil photo avec une pellicule dedans. Donc voilà, c'est vrai que ce sont deux régimes différents de l'image, deux temporalités différentes, et on est passé, oui, de la chimie à la physique, de l'humide au sec. Les Américains disent dry technologies ou wet technologies, technologie humide ou technologie sèche. Voilà, alors l'électronique, elle est instantanée, la chimie, elle a un temps d'apparition. Et c'est pareil d'ailleurs pour toutes les opérations liées à ces deux techniques. Le montage traditionnel au cinéma, il fallait couper la pellicule, la coller, faire des essais. Bon, aujourd'hui, au montage, et ça j'adore cette facilité au montage, on essaye immédiatement quelque chose sans toucher la pellicule, on défait sans aucun problème, sans aucun préjudice. Dans le temps, quand il fallait coller de la pellicule, la couper, la recouper, faire différents essais, voilà, on attaquait le support et on l'endommageait. Et ça prenait du temps. Alors aujourd'hui, quand on monte de la vidéo, tout va très vite. C'est-à-dire que les opérations sont instantanées. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On essaye, on voit ce que ça donne. Et comme on peut essayer et recommencer autant de fois qu'on veut à une très grande vitesse et sans dommage, voilà, bon, ben c'est l'équivalent de ce qu'était par le passé le temps qu'on prenait à réfléchir avant de décider on coupe à cet endroit, on fait une marque à cet endroit, on recolle à cet endroit. Alors, les nouvelles technologies de l'image ont inventé une temporalité nouvelle, une relation à leur apparition qui a changé. Mais Alain Fleischer, ce qui est paradoxal par rapport à votre rapport au temps et à l'attente, cet amour de l'attente que vous nous dites là, c'est qu'en même temps, vous n'avez pas fait d'études de cinéma ni de photographie. Vous dites, j'étais trop impatient. C'est tout à fait ça, oui. Donc, vous êtes patient et impatient. Ou alors, la patience vous est venue avec le temps. Non, c'est tout à fait ce que vous dites. Je suis patient et impatient. Je suis, par exemple, dans un autre domaine que celui de la création ou de la photographie. Dans la vie courante, dans la vie quotidienne, je suis très impatient. Par exemple, si quelqu'un sur le trottoir devant moi marche trop lentement, je suis vite impatient, j'ai envie de le dépasser et ça m'agace. Par contre, à une autre échelle, à l'échelle de ce que je fais, de ce que je produis, de mon travail, je suis très patient vis-à-vis de la reconnaissance de ce que je fais. Je ne suis pas impatient d'être reconnu, d'être apprécié, d'être vu. Et ce qui m'importe, c'est de produire. Je suis moins pressé d'être vu, d'exposer ce que je fais. Donc il y a ces deux régimes dans ma vie. À vrai dire, dans ma production d'artiste, je procède comme si mon espérance de vie était de 200 ans. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas pressé, je recommence infiniment, indéfiniment des choses que je pourrais considérer comme acquises, mais que je continue. Je fais des séries de photographies, par exemple, que j'aurais pu depuis très longtemps publier parce que j'en ai déjà suffisamment. Disons que j'ai 300-400 photographies, ça suffirait à faire une série. Je continue à en faire par plaisir d'en faire et parce que je ne suis pas pressé. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux régimes dans mon caractère de l'impatience au quotidien et de l'impatience au quotidien et de la patience à long terme. Un autre paradoxe, Alain Fleischer, vous-même, vous êtes autodidacte, mais vous fondez le Frénois, qui est un établissement de formation. Alors, je suis autodidacte dans toutes les disciplines artistiques. C'est vrai que je n'ai pas fait d'école de cinéma ou d'école de photo ou d'école d'art. Ça ne me serait même pas passé par la tête, je dois dire. J'ai voulu tout de suite passer à l'acte, c'est-à-dire voilà, m'emparer des appareils, apprendre les techniques et créer. Je n'ai pas non plus suivi la filière de l'apprentissage ou de l'assistanat. Ça ne m'aurait jamais intéressé d'être assistant d'un cinéaste ou d'une maison de production. Je voulais directement créer, signer mes propres œuvres avec les moyens techniques dont je pouvais disposer et les connaissances qui étaient les miennes. Par contre, j'ai fait des études assez poussées dans des domaines plutôt théoriques, en linguistique, en anthropologie, en sémiologie. Voilà, j'ai fait un doctorat, j'ai étudié avec des grands maîtres qui étaient Lévi-Strauss ou Roland Barthes ou Grémas. Et tout cela aurait dû me conduire à une carrière universitaire, sauf qu'à un moment, le désir de créer, d'être un artiste, d'être un créateur était plus fort que celui de devenir un érudit et un professeur. Mais tout ce que j'ai pu apprendre sur les bancs d'université
a été une structuration mentale décisive. C'est-à-dire que tout ce que je produis en tant qu'artiste est plus ou moins directement programmé par cette structure mentale que m'ont donné mes études en sciences humaines. Et d'ailleurs, je dis parfois que je suis un artiste du projet, c'est-à-dire que contrairement à des artistes du matériau, comme un sculpteur, il travaille la terre ou le bois ou le métal, le peintre, il travaille avec la toile et ses pinceaux et ses couleurs, moi, je travaille avec des idées. C'est-à-dire que mon travail, ça consiste à être assis dans un fauteuil, à rêvasser, à projeter des idées, à inventer des choses dans ma tête et à vérifier que ça marche. Donc, je suis un artiste qui projette des idées, des dispositifs, et ensuite qui essaye de voir si ça marche, comme un inventeur. Un inventeur qui a une idée, il veut inventer je ne sais quoi, un ouvre-boîte, il a une idée d'ouvre-boîte, finalement, il vérifie si cet ouvre-boîte ouvre vraiment des boîtes. Eh bien, moi, c'est un peu comme ça. Je réfléchis à des idées. Ces idées, évidemment, elles interrogent un langage. Par exemple, quand j'interroge la photographie, mon questionnement, il tient compte de la théorie de la photographie, de sa technique, de ses supports, et je ne dis pas en photographie ce que je dirais en cinéma ou en littérature. Donc à chaque fois, dans cette attitude du projet, de la projection, je m'inscris dans un champ esthétique, théorique, historique précis. Et Justement, justement, Alain Fleischer, puisque vous l'évoquez, et pour en revenir à votre rapport avec l'image dont vous parlez là, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vous voulez insuffler du temps à la photo? C'est-à-dire que vous prenez quand même le contre-pied de la démarche de Barthes qui parle du ça a été, de la démarche de Cartier-Bresson, de l'instant décisif. Vous n'êtes pas dans ça? tout à fait, vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement détecté mon attitude. Alors, bien qu'ayant été l'étudiant de Roland Barthes, je m'inscris en faux sur son impression qu'une photographie, c'est la trace d'un ça a été. En tout cas, moi, je produis des images qui sont la trace de quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais été, qui n'a jamais été visible à l'œil nu, qui n'est apparu que dans la photographie suite à une série d'opérations dont l'image finale est la trace. Donc, en cela, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense que la photographie est la trace d'un ça a été, et je ne suis pas non plus d'accord avec la notion, enfin, je ne suis pas d'accord. C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas mon attitude. Cartier-Bresson a très bien parlé de l'instant décisif, c'est-à-dire du moment où on peut appuyer sur le bouton quand on photographie des scènes de la réalité où il y a un moment où quelque chose se révèle et qu'il faut le saisir, qu'il faut appuyer au bon moment. Mais moi, je dois dire que, d'ailleurs, vous l'avez dit d'une certaine façon, je travaille à un temps sans instant. C'est-à-dire que dans mon travail photographique, il n'y a pas d'instant, il y a du temps. C'est du temps qui s'étale et qui fait trace. La plupart de mes travaux photographiques ne sont pas le résultat du choix d'un instant. J'ai créé du temps, j'ai créé du mouvement, donc ce n'est ni de l'image arrêtée ni de l'instant, c'est du temps et c'est du mouvement. Donc c'est le Donc, ce sont des photos très préparées. Ce sont des photos très préparées, très mises en scène, mais pleinement photographiques. C'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que de la photographie, sauf que ce n'est pas de la photographie de l'instant et ce n'est pas de la photographie du ça a été. Voilà, par exemple, toutes ces photos que je produis qui résultent de dispositifs où, par exemple, un petit jouet remorque un miroir et que ce miroir capte une image qui a été projetée, qui vient de l'histoire de la peinture ou d'autre chose, tout ça, ce sont des choses qui n'ont jamais, le résultat n'a jamais été visible à l'œil nu. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui me regarderait faire ces photos verrait donc un jouet qui bouge, un miroir qui le remorque, des images qui apparaissent, mais l'image finale qui sera la photo, elle n'a jamais été visible à l'œil nu. Elle n'apparaît qu'au laboratoire, puisque c'est encore de la photographie argentique, et elle est une trace de quelque chose qui s'est déroulé dans le temps et en mouvement. Alain Fleischer, si vous êtes beaucoup dans l'expérimentation dans le domaine de la photo,
Vous ne l'êtes pas du tout dans le domaine de la littérature. Vous êtes aussi un auteur prolifique. Vous avez une cinquantaine d'œuvres à votre actif. Oui, vous avez en partie raison. C'est-à-dire, j'expérimente peut-être moins dans l'écriture que dans la photographie ou dans le cinéma. J'ai fait aussi beaucoup de films expérimentaux où j'ai travaillé Mhm. sur la déconstruction de l'image, sur le montage. Bon. Alors peut-être que ma littérature, mon travail d'écrivain est plus classique. Néanmoins, Mhm. par exemple, je suis très différent de cette écriture dominante aujourd'hui qu'on appelle l'écriture blanche, c'est-à-dire Oui. l'écriture minimale avec des phrases très Vous en courtes. dites que c'est une impasse d'ailleurs, l'écriture blanche. Vous dites que l'écriture blanche à la Duras, c'est une impasse. Pourquoi serait-ce une impasse, Alain Flécher? N'est-ce pas un Une moyen d'expression différent? Ben, je pense qu'en tout cas, enfin, c'est peut-être pas une impasse, mais il y a une limite, hein. C'est-à-dire que on peut, dans le minimalisme, il y a un moment où qu'est-ce qu'on dit ou on ne dit plus rien. La technique de Duras, qui d'ailleurs lui a réussi, parce que c'est un écrivain de grand talent, consiste à Mhm. dire très peu de choses et à laisser Mhm. le lecteur finir la phrase et finir sa pensée et à lui laisser à laisser entendre. Les phrases de Duras, la littérature de Duras, c'est une littérature qui laisse tout en suspens et laisse entendre que. Mhm. Alors, on peut laisser entendre des tas de choses intéressantes, mais il y a un moment où, enfin, en tout cas, moi, je dois dire que mon attitude était l'inverse. C'est là que peut-être je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y aurait peu ou pas d'expérimentation dans mon écriture. Mhm. Ce que j'essaie d'expérimenter dans mon écriture, c'est la combustion totale d'un sujet. C'est-à-dire que je fais des phrases très longues, parfois des phrases de plusieurs pages dans certains livres. Oui, mais justement, j'allais vous en parler. Vous commencez votre roman Prolongation par une phrase de 65 lignes et vous dites que c'est pour épuiser le sujet. Exactement, vous avez Oui. bien lu, vous avez bien lu, bravo. En effet, parfois quand je m'empare d'un sujet dans une phrase, j'essaye d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de le faire, de l'épuiser en effet, que je ne puisse plus rien dire d'autre. Alors peut-être que d'autres personnes pourraient en dire plus, mais moi, j'essaye que la phrase qui s'est emparée d'un objet l'épuise complètement, qu'il y ait une combustion totale, qu'il ne reste plus que des cendres, qu'il n'y ait plus rien à brûler de ce sujet. Vous voyez, si on considère que le sujet est un combustible, eh bien le faire brûler jusqu'au bout. C'est pour ça que parfois je fais des phrases très longues, pas du tout par coquetterie ou pour faire un effet de style. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, voilà, faire dire à la langue tout ce qu'elle peut dire jusqu'au moment où il ne reste plus rien. Donc c'est effectivement une attitude inverse de celle d'écrivains de l'écriture blanche comme Duras, qui, elle, effleure seulement un sujet, en dit le moins possible pour laisser penser beaucoup. Moi, je ne laisse pas penser beaucoup parce que, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir tellement épuisé la chose qu'il n'y a plus grand-chose à en dire. Et peut-être que c'est décevant pour un lecteur qui aimerait qu'on le laisse rêver. Et je pense que la littérature de l'écriture blanche, c'est ça son charme, c'est elle laisse le lecteur rêver à la suite des phrases, à leur interprétation, à leur résonance, à leur écho. Moi, j'ai adopté une attitude différente en me plaisant, voilà, à épuiser, à Mais, épuiser. mais, mais, mais Alain Flécher, épuise-t-on un sujet? Depuis Sophocle, est-ce que l'homme a épuisé ces Non, thématiques bien de sûr. l'amour, Dieu, la sexualité? Non, bien sûr que c'est inépuisable, mais enfin, on peut pousser assez loin l'exploration et utiliser pleinement la langue. Alors, vous avez raison, on ne peut pas épuiser. Peut-être que quelqu'un d'autre qui reprendrait un thème, un sujet, une situation que je décris pourrait en dire encore plus, mais ça viendrait de son imaginaire à lui. Et bon, ce que j'essaie d'épuiser, c'est Votre rapport à la question. voilà, mon rapport à la fiction, mon rapport à la langue, mon rapport à ce que la langue me permet de dire. Et, euh, et voilà, la langue a des ressources extraordinaires. Alors c'est une technique et c'est une attitude différente évidemment de celle des écrivains de l'écriture blanche, puisqu'ils ils font confiance aussi au pouvoir évocateur de la langue. Euh,
voilà, sans la pousser dans ses retranchements. Moi, j'essaye de pousser la langue dans ses retranchements. Et vous vous définissez comme un récidiviste. Qu'est-ce à dire, Alain Fleischer? Alors, je suis un récidiviste parce que, sur beaucoup de plans, j'aime tout recommencer. J'aime vivre les choses plusieurs fois. J'aime, voilà, je suis un artiste du rituel, hein. Le rituel, l'éternel retour, c'est ça, c'est toujours recommencer, ne jamais considérer que quelque chose est fini, toujours y retourner, toujours recommencer, toujours retrouver les mêmes choses. C'est pour ça que dans le domaine de la photographie du cinéma, je recommence toujours la fabrication d'images que j'ai déjà faites parce que j'aime retrouver le dispositif, le rituel. Mais dans le domaine de l'art en général, je pense que, alors je ne suis pas le seul, je pense que l'artiste en général est un récidiviste. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui se font connaître par un style, par une thématique, ils insistent. Et Répétition. voilà, c'est cette insistance, cette répétition qui permet qu'on les reconnaît. Voilà, je pense réellement que l'artiste est un récidiviste. C'est quelqu'un qui refait toujours les mêmes crimes, les mêmes, voilà, les mêmes fautes ou les mêmes erreurs ou qui recommence toujours les mêmes amours. Alain Fleischer, si vous publiez votre premier livre en 86, là pour ça, la frénésie d'écriture ne vous viendra que dans les années 2000. Et c'est là que vous devenez prolifique. Est-ce un hasard ou est-ce un aboutissement, une démarche construite? Alors, je dirais que le désir d'écrire, il a été premier chez moi. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, enfant, j'ai très vite commencé à écrire, même si c'était des choses très naïves. Des poèmes, des petits contes, bon, mais c'était un projet premier. Quand j'ai voulu aussi faire de la photographie, ça a marché beaucoup plus vite parce que voilà, la maturité était meilleure et ce que je faisais en photographie ou en cinéma était tout de suite plus mûr. Mais le projet d'écrire était un projet premier. Je l'ai longtemps différé parce que j'ai été intimidé par les grandes figures de la littérature. Même s'il y a eu des grands photographes et des grands cinéastes, ils me semblaient moins indépassables, moins incontournables que les grands écrivains. Quand je voyais des grands films à la Cinémathèque française, les plus grands cinéastes de Fritz Lang, de Murnau, de Eisenstein, je me disais c'est formidable, c'est génial, mais on peut encore faire d'autres choses. Par contre, en photographie, pareil. En photographie, il y a eu de très grands photographes. Mais là, alors très vite, je me suis dit, en photographie, on peut faire autre chose que de l'instantané, que de la photographie humaniste, que du reportage, que des portraits, que toujours les mêmes choses. En littérature, j'ai eu beaucoup de mal à considérer qu'on pouvait continuer à écrire après Kafka, Joyce, Proust, Faulkner et quelques autres. J'étais très intimidé par ça. Alors, je m'aventurais à écrire dans des petites formes mineures. Par exemple, j'écrivais sur mes travaux de photographe, des petits essais, des petites notes, des petites préfaces. Je m'essayais, je m'entraînais à l'écriture sur des petites formes. Et puis, un jour, j'ai été envoyé à la Via Médicis à Rome, à l'Académie de France à Rome, par un ami critique qui m'avait sélectionné et qui me connaissait à la fois comme photographe et artiste et comme écrivain en herbe, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'écrire. Et donc, il m'a dit, très bien, tu vas aller à la Via Médicis en tant que photographe, mais tu vas écrire un livre, et il était devenu éditeur d'une collection chez Flammarion, et tu vas écrire un livre et je vais le publier. Donc, c'est lui qui, en quelque sorte, bien que m'envoyant à Rome en tant que photographe et artiste, m'a demandé d'écrire un livre. Et j'ai répondu à cette commande, j'étais mûr, il y a un moment où j'étais mûr, j'étais prêt à écrire, et là, on parlait tout à l'heure d'expérimentation, là c'est un livre très expérimental pour le coup. C'est complètement un livre dispositif, c'est un livre installation, puisque c'est un livre dont toutes les pages portent le même numéro, c'est la page 100. C'est une page 100 qui se répète comme si l'écrivain, dans le cours de son travail, était arrivé à cette page 100 de son livre et avait buté sur cette page. L'avait recommencé, n'en était jamais content, recommençait la page. Et finalement, cette page 100, l'écrivain en question la recommence 100 fois.
Et finalement, cette page 100, elle constitue tout le livre. C'est-à-dire qu'à travers la répétition de cette page 100, on rayonne dans tout ce qui précède la page 100 et dans ce qui devrait faire suite. Donc ce livre résumé à une page qui porte le même numéro, c'est vraiment un livre dispositif, c'est un livre installation, c'est un livre expérimental. Voilà. Après ce livre expérimental, j'ai encore laissé passer un peu de temps. J'ai répondu à des demandes très, je dirais, modestes, même d'anciens étudiants qui créaient une revue, qui me demandaient des petits textes. Donc, j'ai répondu à tout ça avec beaucoup de plaisir et j'ai encore un peu différé le passage à un grand projet. Je répondais à des petites commandes, des petites nouvelles, des petits textes, des petites préfaces, des choses comme ça. Et puis, il est arrivé un moment où voilà, je me suis dit, je suis prêt. Je suis prêt, bien que restant dans des petites formes, puisque mon premier livre, c'est un recueil de nouvelles. Mon premier gros livre, je dirais, publié au Seuil par Denis Roche, a été vraiment mon grand parrain en littérature. Et c'était une soixantaine de petites nouvelles, souvent d'ailleurs absurdes ou fantasques. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de mouvement d'aspiration. J'ai été très heureux de l'expérience de publier un livre. J'ai été très heureux de l'attitude de Denis Roche, qui était un grand spécialiste, grand poète lui-même et écrivain, directeur de cette collection magnifique qui s'appelle Fiction et compagnie, au Seuil. Et j'ai compris que je pouvais lui proposer des livres et qu'il les publierait. Il me disait, en gros, propose-moi ce que tu veux, je publierai. Et donc là, j'ai commencé à enchaîner les livres et c'était devenu une drogue. C'est-à-dire que c'est ce que je faisais avec le plus de facilité. Je pouvais écrire pendant des heures. Et j'ai découvert à ce moment-là à peu près cette technique d'écriture que je pratique maintenant et sans laquelle je ne pourrais plus écrire, qui est la dictée. C'est-à-dire que je n'écris pas, je dicte. Et je fais une grande différence entre écrire et inscrire. Les livres que j'écris, c'est pas moi qui les inscris, c'est ma compagne à qui je les dicte, qui les inscrit sur un ordinateur, qui les saisit. Et j'ai découvert que pour moi, la littérature, Est-ce qu'elle intervient lorsque vous dictez? Est-ce qu'elle intervient dans vos phrases? Au début, elle n'intervenait pas du tout. Elle était très prudente et très réservée, et très timide. Et puis, après 40 ou 50 livres, elle a commencé à prendre des libertés et parfois elle me fait remarquer ceci ou cela, notamment quand elle me voit revenir à des sujets, disons, qui sont mes sujets de prédilection. Quand elle me voit arriver, par exemple, à une scène un peu érotique, elle m'alerte. Enfin, c'est pas qu'elle me censure pas du tout, mais elle me dit bon, ça y est, tu en viens à ce qui t'intéresse. Et vous parlez beaucoup, Alain Fleischer, de la nécessité du passage à l'acte. Pourquoi serait-ce une nécessité, le passage à l'acte? Ben, ça a été ma méthode pédagogique. Je veux dire, tout à l'heure, vous évoquiez le Fresnoy, cette école que j'ai fondée et que je continue à diriger. Ma théorie de la pédagogie de l'art, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire que l'art, ça ne s'enseigne pas, autrement dit. Je ne pense pas qu'on puisse enseigner l'art par des conférences ou par des travaux pratiques. Ma pédagogie, c'est de passer à l'acte et de se confronter à un langage avec son esthétique, ses outils, et d'y aller en quelque sorte. C'est pour ça que le Fresnoy est une école dont la pédagogie et le passage à l'acte avec des moyens professionnels. Les étudiants qui arrivent au Fresnoy n'y produisent pas des exercices d'école à petite échelle avec des moyens approximatifs. Ils travaillent dans le grand bain. Ils travaillent avec des moyens professionnels, un accompagnement technique et intellectuel de haut niveau. Donc, ils produisent des œuvres qui sont des œuvres tout de suite, qui ne sont pas des prototypes ou des œuvres approximatives. Ils produisent de vraies œuvres qui peuvent aller dans les festivals de cinéma, dans les expositions d'art contemporain, etc. C'est cela que j'ai entendu par le passage à l'acte, c'est-à-dire ce que j'ai fait moi en tant que cinéaste.
Je n'ai pas fait d'études de cinéma, je suis allé voir des films. Mon école de cinéma, ça a été la Cinémathèque française, où j'allais voir des films plusieurs fois par semaine, où d'ailleurs je voyais, faisant la queue à côté de moi, des grands cinéastes de l'époque. Godard, Truffaut, Chabrol, tous ces gens de la Nouvelle Vague ont fait leurs études de cinéma à la Cinémathèque d'Henri Langlois. Donc moi, j'ai une génération plus jeune, mais voilà, j'ai fait la même école. Après ça, je n'avais pas envie d'étudier, je n'avais pas envie d'entendre des professeurs m'apprendre de cinéma, me dire comment c'est fait, m'apprendre l'histoire des films. J'avais envie de passer à l'acte, c'est-à-dire de sauter une étape et de m'emparer moi-même des moyens d'expression. Et c'est ce que j'ai préconisé au Frénois, c'est-à-dire que, évidemment, les étudiants ont un accompagnement. On peut dire que vous êtes en train peut-être de succomber à, à une manière de fabriquer des clones d'Alain Fleischer, de dupliquer votre démarche, votre parcours. De ce point de vue-là, vous avez sans doute raison, alors que je récuse absolument l'idée que le Frénois produit des petits Fléchers. J'ai un grand goût de la transmission, j'ai un grand goût voilà, de l'aide pédagogique à des jeunes, mais je n'ai aucun goût pour la paternité. Donc, je pense d'ailleurs que les étudiants du Frénois… Mais ça serait pas plus mal, des petits Alain Fleischer, hein, en même temps. C'est votre opinion, qui est gentille, mais soyez certaine que ce que produisent les étudiants du Frénois, c'est vraiment à eux. C'est leur monde. D'ailleurs, ils viennent de tous les pays, de toutes les parties du monde, avec leur culture, leurs souvenirs, leur mémoire, leur éducation, leur histoire personnelle. Et c'est ça qu'ils montrent. Donc, moi, ce que j'ai pu leur transmettre, vous avez raison, c'est ça, c'est le goût d'y aller. D'y aller, de se confronter au langage qu'ils pratiquent, photographie, cinéma, installation ou autre, en grand. De ne pas essayer de tricher ou de travailler à petite échelle. Mais les étudiants du Frénois, c'est peut-être la seule chose qu'ils me doivent, c'est-à-dire cette impulsion à y aller, à se jeter à l'eau et à prendre des risques, à vivre l'art comme une aventure. Ça, c'est une chose qui est très importante pour moi. Si l'art n'était pas une aventure, ça n'aurait aucun intérêt. Une aventure, elle a des risques, elle a des moments de grand bonheur, mais aussi des moments de déception, d'échec, de doute, de mélancolie. Voilà. C'est peut-être ça que j'ai donné aux étudiants du Frénois, mais sinon, ce qu'ils produisent, c'est vraiment très, très différent de ce qu'a été mon travail à moi. Très différent, que ce soit en photographie ou en cinéma. Je pense que on ne pourra pas dire, en regardant les œuvres produites par les étudiants du Frénois, qu'elles sont inspirées par mon travail. Je ne crois pas du tout, vraiment. Alors que je vois par exemple, j'ai invité Béla Tarr, le grand cinéaste hongrois, à venir au Frénois, après que lui-même m'ait invité à enseigner dans son école, qui est une école qui est d'ailleurs aujourd'hui fermée, mais c'était une école où de toute évidence, les étudiants faisaient du Béla Tarr. C'est-à-dire qu'ils étaient absolument imprégnés par le style de ce cinéaste extraordinaire, et je pense qu'il y était pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il les poussait à ça, il les poussait à faire comme lui. Il les poussait à faire des films comme lui, avec des plans comme lui, des plans très longs, de situations voilà, étirées dans le temps. Donc, moi, pas du tout. Je ne donne pas l'exemple. Je ne donne pas l'exemple, je ne pousse pas à faire comme moi, je pousse à faire, c'est tout. Alain Fleischer, quand vous dites ceci, ce qui est visible l'est grâce au découpage qui en est fait par la langue. Est-ce installer une primauté du mot sur l'image? Absolument. Je pense que, alors ça c'est peut-être ma déformation de linguiste, puisque c'est ma discipline d'origine. Je pense que tout part des mots et que rien n'existe sans les mots. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un arbre, eh bien, l'arbre, il est défini par le mot qui le désigne, à ce point que la langue découpe le réel différemment selon les langues. Par exemple, il y a des langues qui ont 3 mots pour dire un fauteuil, il y a des langues qui ont 250 mots pour dire la neige, comme chez les Esquimaux, il y a des langues qui voient 7 couleurs dans l'arc-en-ciel et d'autres qui n'en voient que 3. Déjà, l'anglais n'en voit que 6, alors que nous, Français, nous en voyons 7. Donc, vous voyez, la langue découpe le réel. Elle le nomme, et en le nommant, elle le découpe. Donc,
Par exemple, dans certaines langues africaines, un arbre n'a pas le même nom selon qu'il est orienté au sud ou au nord, selon qu'il est planté sur une colline ou sur une plaine. Ce n'est pas le même objet, ce n'est pas le même mot. Donc, je suis convaincu que la langue, non seulement nous apprend à nommer, mais nous apprend à voir. C'est-à-dire qu'elle Mhm. découpe le réel et nous voyons le monde à travers les mots de la langue. Mhm. Alain Fléchard, vous pensez aussi comme multiple en fonction des champs artistiques dans lesquels vous intervenez. C'est comme si vous ne voyez pas le lien entre les activités que vous avez. C'est comme si ce lien vous échappait. Alors c'est vrai que je pousse la schizophrénie jusqu'à penser que je suis plusieurs êtres différents quand je suis photographe, cinéaste, écrivain, artiste. Et je dis parfois en riant, mais peut-être que ce n'est pas tellement pour rire, que le cinéaste que je suis peut-être n'aime pas les livres que j'écris, ou que Mhm. l'écrivain que je suis n'aime peut-être pas les photos que je fais. Vous voyez, il y a plusieurs personnes en moi, c'est vrai, et d'ailleurs ce que je fais dans les différents moyens d'expression obéit à des esthétiques différentes. Mhm. Alors je pense, des amis me disent que quand même il y a des points communs, qu'on peut voir beaucoup de passerelles entre mes différents moyens d'expression. Je pense que c'est incontestable, ils ont raison. Il y a des thèmes, il y a des récurrences. Mais très honnêtement, je crois que je deviens un personnage différent quand je change de discipline. Et d'ailleurs, dans la vie, tout simplement, c'est un, c'est un changement complètement de vie de faire des photos, de faire un film. Par exemple, un film, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Il y a des collaborateurs, il y a des techniciens, il y a des comédiens, il y a des interprètes. Donc c'est toute une économie. Et il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a des producteurs, ça coûte cher. Cet argent qu'on nous donne pour faire des films, on le paye par des contreparties, des concessions. Bon. Au contraire, la photographie est une économie totalement indépendante. Je peux faire mes photos tout seul, j'ai mon appareil, ma pellicule. Euh, Parfois, voilà, je me fais aider, mais ce n'est pas du tout un travail collectif, c'est un travail solitaire. Donc, vous voyez déjà dans la vie, les différents langages entraînent à des situations très différentes. La littérature aussi est un travail solitaire, même si maintenant, pour moi, c'est un travail à deux. Mais bon, je suis quand même seul avec mon projet et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner des idées ou je sais pas, ou faire des repérages dans des lieux que je décrirais. Je travaille seul, en quelque sorte, avec mon imagination. Donc, les moyens d'expression entraînent déjà des modes de vie différents. Et dans une même journée, si je passe 5 heures à écrire et que tout d'un coup je fais des photos, je change de vie. Et la photographie devient à ce moment-là une récréation du travail d'écriture. Donc chaque discipline peut devenir à un moment ou à un autre une récréation de l'autre. Et il y a des disciplines qui sont plus faciles et d'autres plus difficiles. Le cinéma, c'est lourd, hein, c'est lourd, c'est collectif, il y a des relations sociales, il y a des relations à l'argent. Bon. C'est vrai que par rapport au cinéma, la photographie est une récréation. Avec la photographie, c'est gratuit presque la photographie. C'est-à-dire que voilà, on fait ça sans rendre de compte à personne. Il n'y a pas de producteur, je n'ai pas de collaborateur, je fais mes photos tout seul. Donc, vous voyez, dans la vie déjà, les différentes disciplines ont des modalités différentes. Le Bah, peintre, justement, Richard, vous parliez de cinéma. Et en parlant de cinéma, vous avez 350 films oui. à votre actif et j'aimerais partir de la polémique autour du film Le fils de Sol de Laszlo Nemes. Mhm. C'est un film qui évoque la Shoah. Et c'est juste pour comprendre votre manière de voir, de comprendre le cinéma. Le film parle de Shoah et vous êtes interpellé par l'accueil dithyrambique et dites en même temps qu'aucune œuvre de fiction n'arrivera à toucher du doigt la vérité de cette irréprésentable. Mais le cinéma a-t-il pour rôle de toucher la vérité, Alain Fleischer? Non, Ou est-ce que vous le voyez comme ça vous-même? pas du tout, non, non. Je ne pense pas que le cinéma ait pour objectif de toucher la vérité.
Et justement, ce qui me gêne dans ce genre de film, c'est qu'il prétend parler de la vérité. Mhm. Vous voyez, donc, il y a des sujets, bon, pour moi, le cinéma, comme les autres arts, sont des fictions. Hein. La relation à la vérité, elle existe dans certaines disciplines. Bon, la photo de reportage, par exemple, elle a un rapport au réel, mais néanmoins, elle est un mensonge. Aussi honnête soit-elle, la photographie est toujours quelque chose qui a recadré le réel, qui a fait un choix. Un photographe de guerre, par exemple, il choisit de montrer ceci ou cela, il écarte forcément une partie de l'image. Bon, même si dans ce genre de travail, il y a un rapport très fort au réel. Donc, il y a des disciplines comme la photographie humaniste ou par exemple les reportages de guerre qui ont un rapport au réel. Et là, c'est incontestable. Mais par exemple, alors justement, les documentaires sur la Shoah, les documentaires sur les camps, là, ils ont une valeur incontestable parce que ce sont des témoignages qui ont parfois permis d'y croire que cette chose a été possible. Parce que ça semblait tellement impossible que il y a encore des gens qui pensent que ça n'a pas été. Il y a des gens qui nient ça. Il y a des négationnistes. Les documents sont là. Il y a des documents terrifiants. Tout le monde les connaît, tout le monde les a vus. Alain Resnais les a magnifiquement mis en scène dans son film. Zut, Oui, je vois, mais il y a Lanzmann aussi. le nom m'échappe, oui. Oui, Lanzmann, c'est dans Shoah, oui. Ouais. Mais quand Laszlo Nemes fait un film sur la Shoah, qui est un film de fiction, avec des acteurs, des figurants, il trouve un scénario assez improbable. Ce film, il passe pour un témoignage, et il n'en est pas un, pas du tout, tout est mis en scène. Donc ce sont des cadavres qui sont des cadavres de figurants, l'histoire est improbable, ce Saül qui prétend vouloir sauver un enfant, enfin, tout ça est assez improbable, alors que ce sont des situations, c'est une histoire qui a connu tellement de drames réels que inventer une fiction, faire jouer tout ça par des personnages, faire de la grande mise en scène, ça me semble Indécent? contestable en tout cas. Et il y a un moment où ces films arrivent à occulter ce dont ils prétendent parler. Et il y a Mais pourquoi occulte-t-il alors qu'il est admis par le spectateur qui se rend pour voir ce film que c'est une fiction à partir de faits réels? Qu'est-ce qui serait irreprésentable en termes de fiction, Alain Fleischer? Dans ce cas-là, on devrait arrêter de faire des films sur la Shoah, sur la Révolution française, sur les Khmers rouges. d'une certaine façon, tout ce qui peut être documenté réellement, je pense, interdit la fiction, en effet. La Révolution française n'a pas été documentée, il n'y a pas eu de cinéma à cette époque, donc je pense qu'on peut la réinventer et voilà, on essaye de faire au mieux. Documenté dans les écrits quand même, Oui, documenté par les écrits ou par la peinture, mais enfin bon. Mais aussi. un événement comme la Shoah, où il y a eu des documents, il y a des photos, il y a des films, euh, réinventer des fictions, c'est raconter des histoires et, et c'est forcément faire croire que c'était comme ça. Et ce n'était pas comme ça. Vous voyez, alors, je suis moi-même un peu gêné de ce que je vais vous dire, mais par exemple, il y a des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art qui parlent d'un événement tragique et qui finissent par le faire oublier. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, les bourgeois de Calais de Rodin. Hein. Cette très célèbre sculpture, célébrissime, un grand chef-d'œuvre, fait complètement oublier l'événement réel, qui est très lointain. Ça se passe au XVe siècle, au XVIe siècle. Il y a un roi d'Angleterre qui assiège la ville de Calais, qui se rend. Les bourgeois sont pratiquement condamnés à être décapités. Ils ne sont sauvés que par la femme du roi qui est d'origine française qui plaide pour eux. Bon. Mais aujourd'hui, si vous dites à qui que ce soit, les bourgeois de Calais, tout le monde vous dira l'œuvre de Rodin. Personne ne... Mais ça peut aussi transmettre
l'histoire. Guernica a bien transmis cette histoire. C'est exactement de Guernica que je voulais vous parler après. Guernica, qui est Mhm. aussi un grand chef-d'œuvre. Aujourd'hui, vous dites Guernica à quelqu'un, tout le monde vous parlera de Picasso. Alors que ça a été un drame terrible. Donc, je ne conteste pas les chefs-d'œuvre que sont les Bourgeois de Calais de Rodin et le Guernica de Picasso. Mais disons qu'ils arrivent à faire oublier les événements dont ils sont les événements de référence. Alors, pour la Shoah, je trouve que c'est très dur à faire des films qui effacent, enfin, ou qui font oublier ce que ça a été, parce que c'est encore très récent. Il y en a eu des traces, il y a encore des témoins même. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y a encore des témoins. Et voilà, donc j'ai un doute sur ce genre de film. Pas d'ailleurs sur tous, parce que par exemple, tout le monde s'est insurgé contre le film de Spielberg, La que liste de Schindler. La liste de Schindler. Tout le monde a trouvé ce film inacceptable. Moi, je l'ai trouvé finalement relativement acceptable, plus acceptable que le film de Nemesh. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question quand l'art s'attaque à des drames aussi épouvantables, enfin aussi indescriptibles que les camps de concentration et que la Shoah. Comment faire? Alors je trouve que Cela peut exorciser, être cathartique aussi. oui, vous voyez, il y a des livres extraordinaires sur la Shoah. Le livre de Kertész, le livre de Primo Levi, enfin, il y a des livres extraordinaires qui sont des témoignages, ce sont des gens qui ont vécu ces situations et qui les racontent. Il y a des documentaires, il y a des documents. Donc, voilà, Donc vous êtes dubitatif je sur ce suis. film. Ce qui m'a choqué sur le film de Laszlo Nemes, c'est qu'il a été adoubé d'une façon presque unanime, alors que d'autres films sur le même sujet ont été critiqués, parfois vilipendés, enfin bref. Celui-là a été absolument applaudi, alors que je le trouvais peut-être aussi critiquable ou plus critiquable que d'autres. Et ça m'a touché parce que parfois la louange venait de gens que j'estime énormément, d'amis dont j'admire beaucoup l'œuvre et la pensée. Donc j'ai pensé que là, je sais pas, on s'était fait avoir. On s'était fait avoir par un cinéaste très doué. Il est doué, hein, il sait faire. Mais voilà, il sait trop bien faire. Alain Fléchère, vous collectionnez les cafetières et les cactus. Pourquoi les cafetières et les cactus? Parce que je vais vous dire, je collectionne n'importe quoi. La Ah, collection, la, pas que les cafetières et les cactus, d'accord. la collection, c'est un état d'esprit, hein. J'ai connu un grand collectionneur d'art, Daniel Cordier, qui est par ailleurs personnage rendu célèbre parce qu'il a été le compagnon de Jean Moulin pendant la Résistance, son agent de liaison, enfin bon. Mais il est devenu surtout un très grand collectionneur après la guerre. Et voilà, un jour, j'ai fait un film sur lui et j'ai découvert qu'il avait une collection énorme d'œuvres d'art très importantes qu'il ne voyait jamais, qui étaient dans des coffres. Lui, il vivait dans une maison où il n'y avait pas d'œuvres d'art au mur. Donc je me suis interrogé, je lui ai dit, mais c'est quoi collectionner si vous ne profitez pas des œuvres de votre collection? Il m'a appris que la collection, c'était une attitude mentale, c'était une façon de se protéger et qu'il avait même peur de la fréquentation quotidienne de ses œuvres. Il avait eu une formule très, très émouvante. Il avait dit, même un grand chef-d'œuvre, vous le mettez au mur, pendant quelque temps, il vous fascine, vous êtes dans une relation d'amour avec lui, et puis arrive le temps des pantoufles. Le temps des pantoufles, voilà, c'est le moment du désenchantement où une œuvre d'art perd son pouvoir de fascination. Bon. Donc tout ça pour vous dire que je collectionne beaucoup de choses parce que je suis attaché, je suis un récidiviste. C'est aussi une forme de la récidive, la collection. Par exemple, j'ai découvert un jour un stylo que j'aime beaucoup, que j'ai aussi pris à mon père, ça fait partie des choses que j'ai volées à mon père, un stylo qui est un Parker 51
dont j'ai appris par la suite qu'il avait été dessiné par un grand artiste, par Moholy-Nagy, un stylo magnifique qui a cette particularité d'avoir la plume carrossée, la plume est cachée. Donc j'ai pris ce stylo à mon père, lui il se servait que des stylos billes, donc c'était pas un vol très méchant. Ce stylo, je m'en suis servi pendant des années, pendant toutes mes études, et un jour je l'ai perdu. Je l'ai oublié dans une cabine téléphonique, et je n'ai plus de cesse à ce moment-là que de le retrouver. Donc j'en ai retrouvé un, j'en ai acheté un, et puis j'ai continué à acheter des Parker 51 à chaque fois que j'en trouvais. Donc maintenant j'en ai 50. Et donc je répare cette perte, pas seulement en l'ayant réparée une fois, mais en continuant de la réparer autant de fois que possible. Et c'est comme ça pour beaucoup d'objets. Les cafetières, évidemment, toutes ces cafetières que je collectionne, je ne m'en sers jamais. Je me sers d'une vieille cafetière un peu pourrie, qui est la seule dans laquelle je fais du café. Les autres, ceux-là, sont là pour me protéger. Oui, c'est une sorte d'armée. Les cactus aussi sont là pour vous protéger? Oui, c'est ma garde rapprochée. C'est ma garde rapprochée. Et les cactus aussi, les cactus, alors eux, ils sont carrément armés parce qu'ils piquent très fort. Voilà, j'ai commencé à m'attacher à cette plante qui est une plante assez rébarbative. Hein. C'est pas une plante qu'on peut approcher sans risque. On se fait piquer, mais c'est une plante très attachante parce que c'est un peu comme un chat, un cactus. C'est-à-dire il vit sa vie. Il vit sa vie, il supporte le mauvais temps, le soleil, la sécheresse. C'est une plante qui survit à tout et qui est très attachante. Donc j'ai commencé à en acheter un ou deux, puis maintenant j'en ai 300 en effet. Donc bon, mais la collection, c'est ça, c'est pas, à vrai dire, j'ai un peu travaillé sur la question de la collection parce que dans la collection, il y a un paradoxe. On aime un objet et on décide de le collectionner, mais en le collectionnant, on ne cesse de diminuer le pouvoir du premier objet. Ce premier Parker 51 que j'ai perdu et que j'ai racheté, en rachetant à chaque fois que j'en vois, en quelque chose, je peux dire que je diminue la valeur de l'objet unique. C'est-à-dire que cet attachement que j'ai pour un objet, il commence à se dissoudre dans la C'est toujours multiplication. dans votre démarche de vouloir épuiser. Mais il y a un peu de ça, vous avez raison, d'épuiser autant que possible. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si j'avais des moyens, je collectionnerais plein d'autres choses. Par exemple, j'adore les automobiles, mais je n'ai pas les moyens de les collectionner. Donc, j'en ai trois ou quatre. J'en ai trois ou quatre quand même. Mais si j'avais les moyens, d'abord, il faudrait un garage, et puis ensuite beaucoup de moyens pour les acheter. Et si je pouvais collectionner des automobiles, je le ferais. Non, c'est vrai que je n'ai jamais été collectionneur de timbres. Peut-être parce que ce sont des objets aussi trop petits, trop discrets. J'ai besoin d'une matérialité des choses. Et je disais peut-être au moment où on était coupé que ces collections sont des remparts. Sont des remparts qui me protègent. Alors de quoi? Je ne sais pas de quoi je suis menacé. Comme tout le monde, je suis menacé de mourir un jour. Le Alors, temps, vous êtes là par le temps, comme tout le monde. oui, voilà. Donc, je suis menacé par le temps. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça me protège du Covid? Est-ce que ça me protège de... Enfin, j'espère. Oui, peut-être. En tout cas, collectionner, c'est se protéger. C'est se protéger, c'est accumuler des fortifications, enfin des remparts pour être entouré de choses qu'on aime. Merci beaucoup, Alain Fleischer. Nous allons clore sur votre choix musical, le Merci. Sacre du Printemps, que vous découvrez à Londres aussi. Et Tout ça a à été un choc esthétique. Décidément, vous êtes une très bonne connaisseuse de mon petit Ben monde. oui, je connais mon sujet. Oui, bravo, c'est très remarquable. En effet, j'ai découvert le Sacre du Printemps en allant à Londres, où normalement j'allais dans une famille anglaise pour y apprendre l'anglais avec le bon accent. Et il se trouve que ma tante hongroise, la sœur de mon père, habitait Londres, et que bon, je n'allais pas chez elle parce qu'elle parlait l'anglais avec un terrible accent hongrois. Et donc j'allais chez elle quand elle n'était pas là. Elle me prêtait son appartement et un été, je suis allé chez elle alors qu'elle était en vacances ailleurs. Et par hasard, j'ai découvert dans son appartement ce disque du Sacre du Printemps que j'ai mis sur le tourne-disque et j'ai été absolument terrassé par cette musique en la découvrant. Et ça reste une des œuvres qui m'ont le plus impressionné dans mon expérience de l'art et de la musique, et comme vous le savez, puisque vous savez tout sur moi, une de mes disciplines de prédilection, c'est l'art qui m'impressionne le plus, et les musiciens sont les artistes que j'admire le plus.
Merci beaucoup Alain Fleischer. Nous allons écouter ensemble le Sacre du printemps. Merci encore, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine déconfinade. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.